Nouvel épisode avec notre invité Jean-Louis Montagu. Bonjour. Bonjour, On s'intéresse. bonjour aux auditeurs et merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir. Vous nous apprenez plein de choses depuis plusieurs semaines sur la ville de Ribérac. On va s'intéresser surtout aujourd'hui aux personnages qui ont marqué Ribérac. Oui. Et il y en a plusieurs, dont la plupart qu'on a peut-être oubliés ou dont on ne connaît pas l'existence. Bon, je vous dis, on apprend plein de choses, mais je voudrais vous dire que moi aussi, parce que j'ai découvert tout ça depuis 10 ans, il y a des tas de choses que je pense d'ailleurs mes parents, mes grands-parents ne devaient pas connaître, puisqu'on n'en a jamais parlé. Alors, en effet, on va faire un petit balayage. Un petit tour d'horizon de toutes celles et ceux, surtout ceux d'ailleurs. Il y a plus d'hommes que de femmes. Hein. Ben oui, mais ça, c'est les histoires de parité, c'est quand même récent. Oui. Encore que, il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont dirigé la France, les favorites du roi. On en oublie parfois la. Sur l'oreiller, il y avait mais souvent elle était fondamentale. C'est ça. Alors à Ribérac, il y en a une en tout cas, dont on va parler tout de suite. Alors je vais juste faire un survol parce que si vous prenez le diaporama Ribérac Patrimoine sur Calaméo, toujours, que je rappelle, je peux vous imprimer sous forme d'un petit livret A5. Pour ma poche. Autour de 15 ou 10 euros, je ne sais pas le prix actuel. Vous trouvez mes coordonnées à la fin de chaque diaporama pour passer à la suite. Donc, on va remonter le temps. Alors, les trois premiers personnages, ça j'avoue que je dois à M. Cadroisse de me les avoir fait découvrir. Ce sont 3 vicomtes. Les premiers vicomtes de Ribérac. Il y a Alcher le Sourd, 896 à 960. Donc ça doit être autour des invasions normandes, qui a été le premier vicomte de Ribérac. Alors le sourd, ça veut dire l'insensible. Hein, c'est pas qui. C'est-à-dire qu'il devait être insensible à la misère de ses manants. Lui, il a surtout protégé le passage du Chalard par un petit fort, donc à côté du bac qui passait la Dronne. Il a fait un petit fort. Alors, on n'a pas de détails, donc je vais juste citer. Le suivant, c'était Adaïsius, 960 à 996, deuxième vicomte, alors prudent, d'une grande probité, voilà ce qu'on dit, qui a épousé la fille du duc d'Aquitaine. C'était à l'époque aussi un moyen de promotion. Donc vous voyez que la parité, là, était utile. Ensuite, le troisième, vicomte de Ribérac, de 970 à 1033, enfin... Ce sont ses dates de naissance, pas celles de vicomté. Hein. Très riche et puissant, c'est Grimoald, plus connu celui-là. Cofondateur d'ailleurs de l'abbaye de Guîtres et reconstructeur du monastère de Saint-Astier. Alors tous ces 3 vicomtes sont inhumés à Guîtres. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé par la suite. Je ne rentre pas dans l'histoire complète, mais où je pourrais le faire une autre fois. C'est que beaucoup avaient 3 ou 4 châteaux et se sont fait inhumer au château qu'ils préféraient, ou dans le cimetière qui jouxtait l'église à côté du château. Voilà. C'est pour ça que... C'est l'explication. Voilà. Alors, voilà, pour les premiers. Alors ensuite, on arrive naturellement à ce fameux Arnaud Daniel. J'ai appris beaucoup de choses moi-même en découvrant ce qui nous reste de sa vie, parce qu'il n'y a pas grand-chose quand même. Alors, on dit que c'est surtout donc un grand poète à l'époque du... Alors, vous verrez, j'ai fait un diaporama rien que sur lui, et en particulier son œuvre, parce qu'il nous a quand même laissé une œuvre assez conséquente, avec, je crois que c'est 17 poèmes. Alors c'était ce qu'on appelait les troubadours, mais qui pratiquaient la langue d'oc, qui n'était pas encore uniformisée, mais c'est lui qui a servi de base pour ça. Et il est considéré comme le créateur de la poésie provençale. Bon, il y avait de la concurrence, hein, il y a Gaston Phébus et d'autres qui étaient d'ailleurs plus gradés que lui, puisque lui n'était qu'un troubadour. Mais il a beaucoup participé à son influence sur les cours de l'époque, puisque je crois qu'il a été au sacre de Philippe Auguste à son époque. Et son influence dans la littérature est considérable. Alors c'est lui qui a inventé ce qu'on appelle la sextine. C'est un jeu assez subtil avec... on part de 6, c'est un jeu de versification où on part de 6 rimes et puis on utilise le dernier mot de chaque rime en les permutant pour faire son poème suivant. Donc c'est un sport assez difficile.
Alors, parmi ses admirateurs, bon, il y a eu Aragon, qui, en passant à Ribérac, quand il a écrit, si vous prenez Les yeux d'Elsa, vous avez un chapitre à la fin qui s'appelle la leçon de Ribérac ou l'Europe française. Alors, comme c'était pendant l'occupation, il a atterri là comme brancardier, c'est quand même intéressant de lire comment il s'est raccroché à Arnaud Daniel pour essayer de susciter un élan patriotique nouveau. Et il dit qu'à l'époque, c'était la France qui dominait l'Europe, c'est vrai. Et donc Arnaud Daniel a une influence considérable sur les langues. Et le dernier, c'est Raymond Queneau, qui lui a généralisé la sextine. Il a fait la N-in, c'est-à-dire la quintine, la dodécaguine. Enfin, il a pris le principe de la sextine, mais en augmentant ou en diminuant le nombre de vers. Et il a écrit des tas de poèmes assez géniaux de ce point de vue-là. Voilà. Bon, je me limiterai à ça, mais Arnaud Daniel mérite d'être connu. Et il y a 2 disques, 2 CD qui reprennent un peu son répertoire, soit les partitions qu'on a retrouvées, soit reconstituées. Parce qu'il y a beaucoup de musique du Moyen-Âge qui a été publiée à son sujet. Mais à son sujet, il y a 2 CD qui sont bien connus. Je donne les références et on peut l'entendre sur mon diaporama qui lui est consacré. Bon, voilà pour lui. Alors, le vicomte François II d'Haïdy de Ribérac, bon, vous lirez, enfin, il a péri lors d'un duel sous Henri III. Bon. Alors, Marie de Foix-Candale, alors, c'est l'apogée du château de Ribérac, au milieu du XIIe siècle, donc. C'était la vicomtesse, petite-fille de Marguerite d'Albret, qui a reçu en son château la régente Marie de Médicis et Charles IX, à l'époque où Marie de Médicis, vous savez, cherchait à réconcilier les protestants et les catholiques, et a fait visiter à son roi gamin, qui avait 9 ans, je crois, la France entière. Alors elle se baladait avec toute sa cour, donc elle est passée par Ribérac. Alors je ne vous dis pas, parce qu'à l'époque, c'était un petit village, comment ils ont pu héberger, mais enfin, à l'époque, la cour ne s'embarrassait pas de demander l'autorisation. Il s'imposait partout. Voilà, donc le Grand Tour de France, j'en parle aussi dans le diaporama. C'était... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le jeune roi était âgé de 15 ans, alors. Voilà. Et il reprenait les rênes du royaume en 1560. Bon, je parle ensuite, j'ai mis ça un peu dans le désordre, c'est pas très chronologique, mais du maire Jean-Baptiste Pourteron, qui était le premier maire et le véritable fondateur de la commune de septembre à décembre 1789. C'est un avocat et qui a dirigé la subdélégation de l'intendance de Guyenne. Donc c'était quand même un personnage important à l'époque. Il a formé le premier conseil municipal qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, il s'appelait un comité de 15 membres, élu le 3 septembre 1789. Je rappelle qu'à l'époque, ce n'était pas des élections universelles, hein, c'était censitaire. Hein, donc c'était les personnages les plus riches du coin. Il n'y a pas de vote. Voilà, et ça a duré jusqu'au XXe siècle. Alors il n'y avait pas de local à l'époque prévu pour les délibérations, donc les réunions se tenaient chez le président ou suivant les occasions en tel ou tel local. Bon, voilà pour faire très bref, mais vous avez tous les détails dans le diaporama. Alors, l'amiral Auger Dufraisse, né et décédé à Ribérac, qui fut le fils du maire de Ribérac de 1858 à 1865, l'un des plus brillants amiraux de la marine française. Bon, il faut le savoir. Je passe sur les détails. Il a été chef d'état-major au ministère de la Marine en 1888 et a été nommé major général de la flotte à Toulon. Voilà. Il est décédé en Algérie lors d'une expédition. Alors, un autre personnage, c'est Émile Dussolier, dont j'ai déjà parlé dans une émission précédente, né en 1873, décédé en 1963, dont la maison bénéficie d'une plaque encore, en montant la côte, là. Et il a fait ses études de médecine, mais après, il a eu la Légion d'honneur. Il a été admis à la Chappe, la Société historique archéologique du Périgord, en 1919 et a employé tous ses loisirs aux recherches généalogiques et historiques sur l'histoire de Ribérac. Ses mémoires historiques ont été rassemblés dans 2 livres, Histoire de Ribérac et des Ribéracois, tome 1 et tome 2.
qui ont été publiés il y a maintenant 20 ans et qu'on trouve facilement, par exemple, à la bibliothèque, que je conseille de consulter parce que c'est un peu la base de toute l'histoire. Élie du Perrat, arrivons à Élie du Perrat, 1840-1930. Alors tout le monde ne s'en souvient pas, mais fils de menuisier à Allemand, dans la commune d'Allemand, ça a été à l'époque un des grands éditeurs de musique. En 1873, il a ouvert la maison d'édition de musique, Élie du Perrat. Il était musicien, professeur, compositeur, vendeur et réparateur d'instruments. Et il fut, autour des années 1900, l'un des plus importants éditeurs de musique populaire en France. Il faut le savoir. Alors aujourd'hui, on l'a surnommé Lady Barclay du Quadrille. Lady Barclay du Quadrille, c'est quand même pas rien, évidemment. Alors, son fils, par contre, qui était surnommé Clarinette, a été exécuté le 26 mars 1944 par les Allemands lors de leur passage de la division Bremer. Il fait partie des victimes et son nom figure derrière le monument. Oui, c'est un monument que j'ai signalé dans le dernier diaporama, j'avais oublié. Il y a le monument au 26 mars qui mérite aussi une visite, même s'il n'est pas architecturalement très, très important, mais au niveau du souvenir. Alors, il y a les deux fourre-tout. Alors, Oscar Bardi de Fourtou, le plus connu, 1836-1897, homme politique, plusieurs fois ministre et maire de Ribérac de 1865 à 1870. Alors, ministre de beaucoup de portefeuilles successifs, il a surtout été ministre de l'Intérieur et connu pour sa fermeté. Par contre, son fils Joseph, 1866-1945, qui fut lieutenant-colonel du 4e régiment de chasseurs d'Afrique, général de brigade, fut impliqué dans l'affaire Stavisky et radié de la Légion d'honneur. Donc, par contre, il s'est rattrapé en étant résistant et chef de l'armée secrète, mais dans les Alpes. Mort en déportation. Bon, ça peut rattraper certaines choses. Le colonel est commandant, puis général de Natte. Alors là, vous avez sa statue, vous passez devant tous les vendredis si vous allez au marché. Ce fut, à l'époque, il était lieutenant-colonel, à la tête du 2e bataillon du 22e régiment des mobiles, qu'on appelait, comme c'était c'était les mobiles d'Aquitaine. Alors les mobiles, c'est comme les gardes mobiles, c'était une section qui a été reconstituée. Vous savez qu'en 1870, on s'est fait prendre par surprise. Donc les régiments ont été formés de briques et de broc et très vite. Mais là, les mobiles qui sont battus à coups de mied ont remporté cette victoire éphémère. Donc ça a donné d'ailleurs Je donne les cartes de la bataille dans mon diaporama, bien sûr, en détail. Le régiment de Dordogne a su se faire une belle page dans cette campagne, hélas, malheureuse. Alors, le général de Natte était conseiller municipal de Petit-Bersac, puis maire en 1879 jusqu'en 1898. Il avait d'ailleurs, par sa femme, la propriété du château de... C'est Marguerite de Natte, qui était une du lot d'Allemands, le Mas de Monté. Ah oui, le Mas de Monté. C'était aussi de sa femme, donc par les du lot d'Allemands. Voilà, donc voilà, je fais très bref, mais vous pouvez avoir tous les détails. Alors, Guy de Larigaudy, bon, écrivain, explorateur, journaliste français et, je dirais, référence parmi les scouts. Mort au combat le 11 mai 1940, c'est un des premiers morts de l'invasion allemande, dans le bois de Musson, en Belgique, et toujours célébré là-bas. Bon, ici, c'est M. Peytoureau qui a repris sa suite, à la suite de l'hommage dans son association qui, depuis, je dirais, bat un peu de l'aile. Mais nous avons continué, après avoir diffusé ces messages à travers le monde, nous avons continué à célébrer sa mémoire à travers le groupe Facebook Amis de Guy de Larigaudy, qui regroupe en ce moment 160 membres à travers le monde. Ça va quand même de Singapour au Brésil, en passant par le Bangladesh, puis l'Europe en général. Nous avions des visiteurs, à l'époque à Saint-Martin, il y a un petit musée. Nous avions une année, quand je m'en occupais en 2015, on a eu jusqu'à 500 visiteurs dans l'année. Et les gens venaient de très loin. J'ai eu des Australiens et des gens de Tahiti, parce qu'il est passé aussi à Tahiti, où il a écrit sur Tahiti, Résonance du Sud. Et voilà. Il a écrit 30 livres, dont le fameux Étoile au grand large. Et moi, je les ai lus à peu près tous.
Et c'est un grand écrivain, même s'il est mort à 33 ans, c'est un grand écrivain qui mérite... Alors, on a un ami qui est professeur dans le Nord, qui a passé une année à faire étudier à ses élèves une œuvre de Guy de Larigaudy. Et il y avait de quoi, parce que c'est vraiment un écrivain jeune qui était très doué pour ça, aventurier aussi. Et voilà, donc malheureusement, il a fini comme victime, comme quelques autres. Encore deux autres. Oh oui, on peut terminer tranquillement. Alors, il y a deux bienheureux, dont un que j'ai célébré en même temps. Alors, on appelle bienheureux parce qu'ils ont été béatifiés par Jean-Paul II. Parmi les 200 martyrs de l'église des Carmes à Paris, donc il y a deux grands personnages qui étaient à l'époque en Arles. C'était Armand de Foucauld de Pontbriand, qui est de Celles, où il y a une plaque dans l'église, et puis au-dessus de lui, du lot d'Allemand, qui est de Bira. Absolument. Né au château de la Côte. Tout à fait. Il y a aussi une plaque, mais dans l'église de Bira. Oui. Ces deux personnages... alors moi, je parle surtout régionalement, le plus proche, c'est de Foucauld de Pontbriand. D'ailleurs, il est grand-oncle d'un certain Charles de Foucauld. Il faut le savoir aussi. Donc, c'est quand même une famille... Enfin, disons, Charles de Foucauld avait des exemples qui l'ont précédé. Donc, ils se sont fait emprisonner en 1792 suite aux manœuvres de la commune insurrectionnelle à l'époque qui avait pris le pouvoir à Paris et qui a fait emprisonner tous les suspects. Et bon, ils étaient 200 prêtres dans la chapelle des Carmes, dans l'église des Carmes, où ils sont célébrés aussi là-bas. On peut le voir à Paris, c'est à côté du jardin de Luxembourg, rue de Vaugirard. Et d'ailleurs, il y a une association qui est présidée par M. l'abbé Mornas de Périgueux, qui tient ces réunions et tous les ans célèbre une messe à leur mémoire. Et il y a même un des 200 qui a été... donc, ils ont été massacrés par l'équipe... alors, c'était le jour où ce fameux Danton, dont maintenant on commence à revenir sur, sur le passé, avait proclamé de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et le soir même, il était ministre de la Justice. Il a laissé une bande de bouchers, de 200 bouchers, massacrés dans 4 ou 5 prisons de Paris, dont les Carmes, où ils étaient 200, et ils ont été massacrés. Alors, on sait tout ça très en détail, parce qu'il y en a qui en ont réchappé, donc qui ont pu raconter. Puis il y a eu des procès après, parce qu'on s'est attaqué aux survivants, aux Tortionnaires. Aux bouchers, oui, qu'on appelle les septembriseurs. Et les procès sont très clairs sur les responsabilités. Donc on sait tout ça très en détail. L'un d'entre eux a donné un miracle au Venezuela. C'est un Lassalien, le père Salomon Leclerc, qui a sauvé une fille d'une morsure de serpent qui aurait été mortelle. Et il est canonisé maintenant, depuis 2 ans. Donc il y a un saint parmi eux. Alors maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait 200 miracles ? Alors ça, c'est une question. Mais ça pourrait amener la canonisation des autres. Parce que franchement, c'est un sacrifice énorme qu'ils ont consenti là. Je termine très rapidement par Marc Dufraisse, député de Ribérac sur la Deuxième République, né en 1811 au 55. Ah oui, c'était la rue de l'Hôtel de Ville avant. C'était la rue du 26 mars la aujourd'hui. Rue du 26 mars aujourd'hui. Alors, Dufraisse, monsieur Dussolier, en parle en long, en large, en travers, c'est pas la peine que je rentre dans le détail. J'ai fait un petit résumé parce qu'il était un journaliste, polémiste, et qui lui valut d'être exilé à plusieurs occasions. Il est mort en 1876. Voilà. Et qui est un personnage étonnant, pittoresque. Bon, lisez Dussolier, vous saurez tout sur lui. Je rajoute aussi, mais très... Brièvement. Oh oui, parce que je n'ai pas tous les éléments. C'est les frères Zeberger, ou Zieberger, qui sont des photographes de mode de renommée mondiale des années 30. Ils ne sont pas vraiment ribéracois, mais c'est quand même eux qui ont créé dans les années 30 la photographie de mode. Ils sont devenus des célébrités internationales. Et bon, la famille habite toujours ici. Hein. Donc, je me suis permis un petit hommage discret parce que, ma foi, je ne suis pas très versé dans ce domaine de la photo de mode, bien que photographe, moi.
Mais j'ai pensé qu'il était utile de les... Bien Et sûr, d'ailleurs, hein, bien. les photos qu'ils ont produites, qui sont mondialement connues, on en trouve des tas sur Internet, sont des photos de référence pour cette époque. Merci beaucoup pour l'ensemble de cet inventaire que vous nous avez proposé. On se retrouve très vite avec d'autres explications historiques sur Ribérac. Voilà, j'étais un peu rapide et je m'en excuse, mais il fallait passer. Alors, tous les détails, vous les avez dans le diaporama Visite de Ribérac ou Ribérac Patrimoine sur Calaméo. Sur chacun, il y a quand même une page pour bien Une expliquer. biographie plus importante. Biographie, mais encore très résumée, sachant qu'on peut trouver beaucoup plus de détails dans les, par exemple, chez du Solier.